Ah, mais... Alors si je me vois, c'est que je suis peut-être à l'antenne. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Pas d'intro, pas de musique, pas de... Il y a deux mercredis par mois comme ça où c'est vraiment brut de décoffrage. Hein. C'est-à-dire que si t'es pas là la première seconde du live, tu rates tout. Oh, je vois que les piliers, les habitués sont là. Je vois Sugar, je vois Mathieu. J'espère que vous allez bien. Il y a Eflin qui s'inquiète de mon OnlyFans, qui vit sa vie. Tiens, c'est bizarre, j'ai pas eu de questions sur mon OnlyFans hier à l'Assemblée nationale. Ça, ils ont raté un truc. Il y avait des sujets sensibles sur lesquels ils sont pas allés. Je pense qu'ils n'avaient pas bossé, le OnlyFans, le Japon, tout ça. Très étrange. On fera un débrief ce soir. GG pour hier. De Wakufouf. Merci de Wakufouf. En fait, hier, j'ai trouvé ça compliqué. Enfin, bonjour, levez la main droite et dites je le jure. En fait, j'ai trouvé ça étrange. En même temps, je ne suis pas auditionné par des commissions de l'Assemblée tous les jours, donc c'est normal, je pense. Je suis assez content de certains aspects. Je suis notamment très content sur l'aspect soi-disant militant de ma chaîne. Je pense que j'étais très clair. J'envoie de la force à Clumsy Father qui a un entretien d'embauche cet après-midi. Force à toi. Donc j'étais assez content de cet aspect sur le fait que ma chaîne pour avoir un aspect militant. Je pense que j'étais très clair. Assez content de ça. Bon, il y avait un sujet, vous l'avez compris, que moi j'avais un peu caché. C'est-à-dire que ma séparation de droit avec France Télévisions il y a un an a été comme toutes les séparations, que ce soit amoureuses ou professionnelles, compliquée. Et c'est pas un truc que j'avais raconté parce que je ne vois pas l'intérêt de raconter ce genre de choses et de se plaindre à longueur de... Voilà. Donc c'est un truc que j'avais soigneusement, j'avais soigneusement mis un gros mouchoir dessus au fond de ma poche. Mais à partir du moment où une commission d'enquête te fait jurer que tu comprends bien que toute omission et mensonge est un parjure, voilà, et du coup j'ai dû répondre... Ah, ça me fait plaisir, j'ai reçu des petits messages sympas. Et j'ai dû répondre à des questions qu'on m'avait jamais posées jusque-là, quoi. Donc voilà, j'ai essayé d'être le plus clair, le plus honnête possible. Il y a une chose qu'on pourra pas me reprocher, c'est de ne pas avoir été sincère dans mes réponses, quoi. Tu nous avais dit un jour, je vous raconterai ce sujet douloureux. Oui, bon bah voilà. Bon, alors de toute façon, je raconterai jamais vraiment. Je raconterai jamais vraiment comment personnellement j'ai vécu ça, parce que ça n'a aucun intérêt. Enfin, je veux dire. Et puis j'aurais très peur que ce soit mal utilisé. Utilisé à des fins, à de mauvaises fins, contre l'audiovisuel public. Or, on peut avoir un sujet avec une direction à un moment d'une entreprise, on peut avoir un sujet avec un RH, mais on peut aussi être attaché à cette entreprise. Parce que je n'ai jamais confondu une direction en instant T, un RH en instant T avec un groupe où travaillent 9000 personnes. Donc j'ai jamais raconté précisément cette séquence, et je ne la raconterai jamais parce que je ne voudrais pas que ce soit mal utilisé, quoi. Donc voilà. Mais bon, j'ai quand même répondu aux questions, j'ai été obligé. Mais voilà. Pendant, j'étais un peu circonspect, et puis je me dis, est-ce que ça se passe bien? Sachez qu'à un moment, j'ai mis le chat. À un moment, j'ai compris que dans le chat de cette chaîne, vous étiez en train de commenter la commission. Je l'ai vu un peu tard. Oui, mais je l'ai vu un peu tard. Mais ça m'aurait fait... J'aurais aimé le mettre depuis le début, en fait. Voilà. Mais j'ai vu que vous étiez là et ça me fait plaisir. Voilà. Donc au final... Hier soir, j'ai pas. Non, je m'en excuse d'ailleurs. Hein. Hier soir, j'ai pas react parce que je suis rentré très. Il y avait du monde chez Defecator. Ouais, j'ai vu. Alors, je suis pas allé voir ce que Defecator avait fait. Je sais que Defecator l'a react. Je suis pas allé voir. J'espère qu'il y avait du monde chez Defecator. Tu étais chez Defecator, toi? J'espère qu'il y avait du monde. Et donc, j'ai pas react hier soir parce que je suis rentré, il était tard, 9h, 9h30. Et j'étais fatigué parce qu'en fait, c'était. Entre 2000 et 3000 personnes, waouh! Ah, c'est bien. Il a mis un compteur de tacles. Ah, c'est incroyable.
Et donc, je suis rentré, j'étais fatigué du coup, et je ne voulais pas react en étant fatigué sur des sujets aussi compliqués. Qu'est-ce qu'il a pensé l'effet de tout ça d'ailleurs? 14 tacles pour moi. 14 tacles. Et donc je voulais pas react dans ces conditions, et surtout que j'avais tous les journaux à lire hier soir. Je les ai lus en gros avant de m'endormir vers 1h du mat ou 2h. Et puis j'avais le MVP à finaliser, à relire l'interview de Jérémy Ferrari, tout ça. Donc, dont 50 dans le propos liminaire. Salut Yael Flamand. T'es allé boire un pot avec Hugo Clément? Non, je suis retourné voir ma petite famille. Ouais. Le propos liminaire était à l'Odin. Ah, vous avez vu que je vous ai trollé hein, quand je vous ai dit ces jours derniers. Je sais pas si je vais faire un propos liminaire. Alors que vous m'aviez convaincu de faire un propos liminaire. C'est-à-dire que c'est grâce à vous. C'est-à-dire que moi, à l'origine, je voulais pas faire de propos liminaire. Je m'étais dit, je viens pour répondre à des questions. Donc, on me pose des questions et je réponds. Et après, j'ai compris que peut-être que les questions ne me permettraient pas de dire les choses essentielles pour moi. Et les choses essentielles pour moi, c'était notamment de défendre l'audiovisuel public, vous l'avez compris. Et donc, vous m'avez convaincu, sans le savoir, enfin si peut-être que vous le saviez, de la nécessité de faire un propos liminaire. Mais du coup, je vous ai trollé parce que jusqu'au bout, j'ai dit je sais pas si je ferai un propos liminaire alors que, en fait, il est écrit depuis ce week-end quoi. Avec 2 messages essentiels. Le message c'était la défense de l'audiovisuel public, et aussi le fait peut-être que cette commission s'intéressait pas forcément au sujet le plus essentiel pour moi, qui était l'adaptation face aux défis des nouvelles plateformes et des réseaux sociaux. Voilà. Alors la réponse du président était intéressante. Alors, dire c'est pas l'objet de cette commission. Alors après je suis resté poli, mais je vais dire ça devrait l'être. Voilà. Donc, je vous propose de réacter tout ça ce soir à 20h. Cette fois, c'est sûr, on sera à tête reposée. Et puis, comme je vous le disais, hier soir et ce matin, en lisant les journaux, je suis aussi allé voir les articles qui commençaient à sortir sur le sujet, parce qu'il y a eu des réactions sur les réseaux sociaux, et il y a eu des articles très très tôt hier. Et je suis content de ce que j'ai lu, parce que globalement, ma démarche a été comprise. Voilà. Et d'ailleurs, dans le sommaire de notre mini revue de presse là, qui va durer 1h30, jusqu'à 10h, il y a un aspirateur, ouais, bien sûr. Là, je suis chez mes amis de Webedia pour MVP. Il y a une vie autour de ce studio, et oui, effectivement, il y a un aspirateur qui est pas très loin. Et donc il y a eu une dépêche de l'agence France Presse notamment. Alors c'est important, une dépêche AFP, parce qu'après elle est souvent reprise par beaucoup de médias et souvent en mode un peu copier-coller quoi. Et la dépêche est ok. C'est-à-dire que pour le coup, je me suis pas mal retrouvé dans la dépêche. Et d'ailleurs je vous ai mis un article que j'ai trouvé dans Libération qui reprend la dépêche AFP. Voilà. Et le HuffPost, je crois que c'est aussi une reprise de la dépêche AFP. Parce que vous me parlez du Huffington Post. Voilà. Comment t'es le café de l'Assemblée? T'as pas de café, t'es à l'eau. J'avais emmené un thermos de café, j'ai demandé à l'huissier ou à l'appariteur, je sais pas comment on dit à l'Assemblée nationale, si je pouvais utiliser mon thermos de café au lait sucré, tu vois, même mettre dans ma tasse. Et en fait, non, normalement c'est pas autorisé, c'est à l'eau. Donc je suis resté à l'eau. J'ai bu un café à 16h30, 16h. J'ai eu le droit à la bouteille Ikea, ouais. Je me suis bu un petit café à 16h et après, plus rien, quoi. Voilà. Mais ça va, j'étais réveillé. Parce que c'était assez intéressant à suivre quand même. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous ai épinglé ça pour... Oui, Charles Alon pense que tu lis nos mails pour réagir, oui. Oui, à un moment, j'ai pas relevé, mais à un moment, le rapporteur a dit que pour... échanger avec la communauté sur la revue de presse, je lisais vos mails. Oui, Nani Zeno, tu l'as entendu, oui. Oui, je lisais vos mails sur YouTube. Oui. J'ai pas relevé. Je suis pas prof de Twitch, quoi. Donc oui. Oui. Je lisais vos mails. ça, c'était bien ça. Donc, c'est pour ça que je vous l'ai épinglé. Ça, c'est le menu d'aujourd'hui. On a un menu de fou. Donc 8h30, c'est maintenant. Et comme on l'a lancé tôt, grâce aux amis de la régie de Webedia que je salue à côté là, on va avoir 1h30 de revue de presse avec toutes les petites infos que je vous ai mis là.
sur l'Iran, sur la France qui recale l'ambassadeur américain à Paris, sur le RN qui n'est pas fier de ses maires, de ses élus locaux, des femmes plus exposées aux douleurs chroniques, c'est une étude scientifique qui est passionnante. Peut-on refuser l'IA? Il y a des personnes qui commencent à dire mais moi je veux pas utiliser l'IA pour plein de raisons. Et puis une petite article rapide sur mon passage devant la commission. Donc on fait ça pendant 1h30, mini revue de presse. Voilà. Il y a un monde où on peut faire un petit truc sur YouTube peut-être. Peut-être peut-on refuser l'IA? Vous en pensez quoi? Qu'est-ce qui pourrait intéresser nos amis de YouTube? Hein, Mathieu? Tu dirais ça, toi? Ce sont les gens, notamment les jeunes, qui refusent l'IA. Qu'est-ce que tu en penses, Mathieu? J'ai vu que tu étais là, Mathieu. Ah, toi, tu pensais à l'article de Libé? Non, je pense qu'on va le faire ce soir, ça. L'IA, c'est bien. Bon, on fera ça. Ok, donc l'IA, on mettra sur YouTube. Et non, là, je vous lirai rapidement l'article de Libé sur mon passage devant la commission hier après-midi, mais on fera un gros react ce soir, surtout. Je n'arrive pas à t'envoyer un email pour réagir. Je sens qu'on va rigoler avec cette histoire. Voilà. Donc, on fait ça là à 8h30. À 10h, MVP. Alors, MVP avec une super bande de chroniqueurs, comme d'habitude, d'invités. Ça va être formidable. C'est une belle émission. C'est une émission dans laquelle on va vous annoncer deux choses, parce que c'est la 30e émission MVP. 30 MVP déjà. Et on vous a annoncé deux choses. D'abord, un changement de DA. Voilà, je tease derrière, c'est derrière moi. On change de logo. Il est très très beau. MVP, ma vie pro, petit côté Rubik's Cube. J'en dis pas plus. Donc changement de DA, enfin évolution de DA, tu vois. On a changé le plateau en septembre, là c'est la DA qui change et tout parce qu'on est fiers de cette émission, on l'a fait évoluer. Et une grosse annonce. Donc je prends ma grosse voix. Non, pas ma vie pro, Pascal Pro. Non. Donc, et une grosse annonce. Nom de code festival. Festival MMG, c'est plus festival, tu vois. Voilà. Tout à l'heure. Je vous en dis pas plus. Et à midi, on a Jérémy Ferrari, l'invité MVP, dont le premier film en tant que réalisateur, Les Cadors, sort le 11 mars. Voilà. Et puis à 20h, vous l'avez vu, le react de la commission d'enquête de l'Assemblée. Ok? Mais ça, que des belles choses. À quand le changement de ta DA perso? Ouais, je suis à mon prime. Qu'est-ce que tu veux que je change? Qu'est-ce que tu veux? Regarde le bonhomme. Qu'est-ce que tu veux changer sur ma DA? Vous m'avez vu à l'Assemblée hier? Vous avez vu le glow? Vous m'avez vu? Tiens, je vais vous montrer. Parce que dans l'article de Libé, il y a une photo de l'AFP. Ouais, moi ça. Qu'est-ce que tu veux changer? Je suis à mon prime là. Vous avez vu, j'avais mis la veste et la chemise. Hein. Ok, allez, on y va. Je vous fais le sommaire. Je vous fais un sommaire super rapide. Et on enchaîne, on a 1h30. Est-ce que j'ai votre go pour la revue de presse? Et la cravate? Oh non, je mets plus de cravate. Depuis que je fais plus le JT. C'est parti? Ok. Et donc on va faire le petit bonjour qui servira pour le podcast audio. Bonjour les amis, bienvenue dans la matinée Étienne en ce mercredi 25 février 2026. Alors attention, c'est une revue de presse un peu particulière, 2 fois par mois. J'ai mon émission MVP sur Twitch, Ma Vie Pro, l'émission qui explore les voies professionnelles pour que chacun trouve sa voie. Voilà, qui est à 10h. Donc cette revue de presse, elle dure moins longtemps que d'habitude. Au lieu de durer 3 heures, elle va durer 1h30. Voilà, MVP avec un invité exceptionnel à 12h à midi. On saura Jérémy Ferrari. Tout ça pour vous dire que on va tryharder l'actu, on va aller assez vite. Et je commence par le sommaire. Merci à ceux qui nous regardent en live sur Twitch. Voilà, et ceux qui auront la rêve de la blague m'envoient des mails pour interagir avec moi. Donc merci à ceux qui me regardent en live sur Twitch, merci à ceux qui nous regardent en replay sur YouTube et merci à ceux qui nous écoutent en podcast audio sur toutes les plateformes de podcast. Qu'est-ce qu'on a dans le sommaire? Je redeviens sérieux parce qu'on a des actus très très sérieuses. Donc en 2 minutes je vous donne l'essentiel de l'actu et après on développe tout ça, ok? Alors vous savez que moi je fais un focus sur l'Iran en ce moment
Pourquoi ? Parce que depuis, c'est lundi, des gens dans le chat m'ont averti, Samuel, il se passe à nouveau des choses en Iran. La mobilisation des Iraniens et des Iraniennes reprend, notamment dans les facultés, du côté des étudiants, malgré la répression hyper sanglante du régime, dont on a beaucoup parlé ici. Donc ça, je me dis que c'est essentiel. Hein. Donc en Iran, la contestation ressurgit dans plusieurs universités à travers le pays. Article du Figaro, des dizaines de manifestants iraniens dans le couloir de la mort. C'est un article qui est terrible, sur notamment des jeunes gens qui attendent la mort alors parce qu'ils ont osé se dresser contre le régime. Donc je voulais absolument vous parler de ça en premier. International toujours. Faut-il être plus ferme face aux provocations de la diplomatie américaine? Question de Lacroix. La réponse est oui, avec la France qui vient de recadrer l'ambassadeur américain à Paris, qui est un proche de Donald Trump, qui s'appelle Charles Kushner, et qui est un peu en mode, comment on qualifie ça de façon polie, il est un peu en mode cow-boy. Le sommaire, j'ai pas cliqué. Non, c'est Sugar qui peut mettre sur sommaire, parce que là où je suis, je peux pas bouger le sommaire. Mais peut-être que l'ami Sugar va réussir à le faire, lui. Parce que sur ce setup, je peux pas le faire. Donc voilà. Donc la France, elle, a décidé de cadrer un peu ce monsieur. Voilà. Tu peux cliquer une fois dessus, c'est-à-dire, tu veux que je clique une fois dessus, comme ça? Voilà. Là, je suis dessus, je sais pas si ça t'aide, Sugar. Si ça marche pas, c'est pas grave. Hein. Là, je suis dessus, mais c'est un peu... voilà. Je sais pas si ça t'aide. Voilà. Et donc, la France a recadré ce monsieur. Je trouve ça très intéressant. Ah, il est pas à jour. Ouais, écoute. Comment ça, il est pas à jour? C'est les bons titres, en tout cas. Mais voilà, c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, Vincent qui fait la revue de presse, qui met la revue de presse en podcast, il est au courant que 2 mercredis par mois, c'est un peu plus compliqué. Le RN pas fier de ses maires. Une de Libé. Ah, c'est le mien qui est freeze? Ah, j'ai compris. Peut-être qu'il y a un monde où je l'actualise alors. Ok, excuse-moi. Je viens de comprendre. Ah, ça y est. Bravo, il est trop fort. Mesdames et messieurs, l'ingénieur Sugar, sous vos applaudissements. Le RN pas fier de ses maires. Une de Libé. De quoi s'agit-il? Lors de cette campagne municipale, le Rassemblement national préfère ne pas revendiquer le bilan souvent gênant de ses édiles. Mais Libé nous explique, pour être tout à fait honnête, c'est pas tellement le bilan des maires RN qui gêne le RN, c'est plutôt que il y a un côté au niveau de la vie locale, souvent la vie politique, elle est empirique. Hein. Elle n'est pas forcément dans les grands discours. Qui sont les discours des partis nationaux. C'est pour ça que d'ailleurs parfois les maires restent très longtemps, vous savez, élus, parce qu'en fait les électeurs jugent plutôt les qualités du maire plutôt que ses convictions, ses discours. Voilà. Et donc le Libé a fait un article là-dessus. Sur le fait que les maires LR... oh, le lapsus de merde. Alors oui, certains rêvent d'un rapprochement entre la droite républicaine et le RN. C'est un lapsus incroyable. Les maires RN sont pas forcément mis en avant par le parti. Pardon pour le lapsus qui est waouh. Ensuite, je vous parlerai... Ça, c'est très important. Les femmes plus exposées aux douleurs chroniques. Écoutez, vous savez, alors, notamment quand on parle de migraine, tout ça, vous savez, hein, une récente étude américaine montre que les femmes, écoutez bien, sont plus exposées aux douleurs chroniques que les hommes en raison d'une différence de leur système immunitaire. Vous savez, quand on entend parfois, notamment des représentants du sexe féminin se plaindre de migraine, c'est quelque chose qu'on entend plus souvent chez les femmes que chez les hommes. Vous savez, on a une explication scientifique. Il y a plus de douleurs. Le résultat confirme une observation déjà largement répandue, constitue un espoir pour une meilleure prise en charge de la douleur, encore limitée aujourd'hui. Ça, c'est un vrai sujet, extrêmement important. Voilà. Et puis, avant-dernier sujet, peut-on refuser l'IA? C'est marrant, c'est des jeunes adultes qui refusent de céder à l'IA. Voilà, qui ne veulent pas s'en servir pour des raisons X et Y. C'est pas mal, non? C'est dans Le Monde. Pour des raisons personnelles, éthiques ou écologiques, étudiants ou actifs rejettent l'intelligence artificielle. Et si j'ai le temps, j'ai un petit papier sur une partie de la génération Z qui est en quête de pause numérique, essaie de se déconnecter un petit peu. Et puis, voilà, alors là, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Voilà, le melon du gars. Hein.
J'en ai parlé hier du Mexique, Palinéon. Aujourd'hui, il n'y avait rien de nouveau par rapport à hier. Le melon du streamer qui s'est mis un article sur sa gueule. Voilà. Voilà. Samuel Etienne, Hugo Clément et la commission sur le duel public. Les journalistes de France Télévisions ont reproché. Mais je suis pas journaliste à France Télévisions, putain, je suis animateur, c'est pas grave. On reproché ce mardi 24 février à la commission d'enquête sur le duel public et son rapporteur d'extrême droite Charlon de passer à côté de l'essentiel. Ah oui, ça c'est moi, ça. C'est moi qui l'ai dit, ça. Voilà. Donc on lira ce papier dans l'IB qui est essentiellement une reprise de la dépêche AFP. Et d'ailleurs, regardez, un journal sérieux. Quelle Libération, comme tous les journaux que je lis le matin. Un journal sérieux, quand il se sert d'une dépêche AFP, Agence France Presse, c'est-à-dire un travail rédactionnel journalistique qui a été réalisé par quelqu'un d'autre, par l'agence France Presse, eh bien il l'indique. Vous voyez ? Et ça, c'est de la rigueur. Voilà. Parce que c'est pas toujours le cas. Là, vous avez Libération qui met article écrit par Libération et AFP. Ça, c'est bien ça. Voilà. Donc voici le petit menu. On a 1h20. Donc ça va tryharder. Vous êtes prêts ? Pas mal le petit sommaire là. Est-ce que j'ai votre go pour commencer la revue de presse ? Tu n'as finalement pas trop le teint à aller malgré ton passage sur le grid. J'adore cet humour. Let's go ? Let's go. Ok, et on se retrouve à 10h pour MVP avec un super MVP, à midi pour l'interview de Jérémy Ferrari, ça va être formidable. Je suis un peu ça me stresse parce que c'est quelqu'un qui a un vrai caractère, Jérémy Ferrari. Il y a un monde où il me dit mais tes questions elles sont nazes quoi. Mais j'aime beaucoup ce monsieur. Et puis 20h le réact ce soir sur l'audition, ok ? Alors on commence par l'Iran parce que pour moi c'est un des sujets essentiels. Je vous en parle depuis hier. En Iran, la contestation ressurgit malgré la répression sanglante du régime, vous savez, dans plusieurs universités à travers le pays. Plus de 40 jours après la répression sanglante des manifestations, dont on a beaucoup parlé ici, des étudiants multiplient les sit-ins et les rassemblements anti-régime. Il faut saluer le courage de ces étudiants, mais pas seulement les étudiants. Il y a aussi des familles qui manifestent, vous savez, après le deuil de 40 jours. Le courage, il faut saluer le courage des Iraniens et des Iraniennes qui, malgré la répression sanglante qui s'est abattue sur les manifestants il y a quelques semaines, arrivent à trouver le courage de défier encore les autorités. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est incroyable. Lisons cet article. Pour chaque personne tuée, 1000 autres se lèvent derrière elle. Au-dessus des têtes, le slogan fuse à l'unisson. En ce lundi 23 février au matin, une foule dense bat le pavé du hall de la faculté de lettres de l'université de Téhéran. La vidéo de ce nouveau soubresaut qui circule sur les réseaux n'est qu'un exemple parmi tant d'autres du réveil des universités iraniennes après le bain de sang de début janvier. Depuis samedi, date de la rentrée du second semestre. Voilà. Et le sommaire a ressauté. Ah, ça marche pas. Ah oui. Oui, pardon, je peux pas actualiser le sommaire là où je suis. Je peux pas actualiser le sommaire là d'où je suis. C'est pas mon setup habituel. Hop, c'est pas grave. Donc je suis au moins. Donc depuis la rentrée du second semestre, les étudiants ont profité de leur retour en cours pour reprendre le flambeau de la contestation. Sur au moins 7 campus de Téhéran, mais aussi dans la ville religieuse de Mashhad, ils investissent amphithéâtres, halls d'entrée, cours extérieurs pour signifier leur sidération, mais aussi leur détermination à défier la répression. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du courage de ces gens. L'occasion pour beaucoup de rendre hommage à leurs amis tombés sous les balles. À l'Université des Beaux-Arts de Téhéran, les étudiants ont tenu à honorer la mémoire de l'un d'entre eux, Amir Ali Zarei. Les balles, les chars, les armes n'ont plus d'effet sur nous. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est incroyable quand même. Ont-ils scandé dimanche lors d'un rassemblement improvisé en référence aux dizaines de milliers de victimes des massacres de janvier. Massacre, c'est le mot. Le sang versé ne peut être effacé, ont crié comme un écho les étudiants de l'université de Téhéran et aussi mobilisés en nombre. La fronde est risquée. Les miliciens Bassidji veillent au grain, attaquent parfois sans merci les protestataires. Déjà, les rumeurs circulent sur un nouveau risque d'escalade du régime. Également, sous pression des États-Unis, de ce que Donald Trump appelle son armada. Malgré les menaces et les arrestations, les jeunes affichent une défiance à toute épreuve, mais c'est fou. Des étudiants de l'université pour femmes Al-Zahra ont même osé se filmer en brûlant le drapeau iranien. C'est une dinguerie. Au cri de mort à la République islamique.
tandis que d'autres brandissaient des photos de jeunes victimes des massacres des 8 et 9 janvier. Désormais, c'est le drapeau historique iranien, frappé du lion et du soleil, que certains s'évertuent à brandir au cri de Azadi, liberté. Comme ce dimanche 22 février au cœur de l'université Sharif, l'école polytechnique locale. Les étudiants de la faculté de langues étrangères de l'université de Téhéran se sont rassemblés sans le voile obligatoire ce lundi 23 février en scandant Femmes, vie, liberté, vous vous souvenez? Slogan phare de la révolte de 2022, réprimé à l'époque déjà, né de la mort de la jeune Mahsa Amini qui avait été assassinée par la police iranienne pour un foulard mal porté. Dans leurs mains, une photo en porte-drapeau, celle de Raha Bolu-Lipour, une étudiante en littérature italienne froidement assassinée début janvier. Les images du mouvement étudiant montrent le degré de rupture entre la jeunesse et le régime, les étudiants qui brûlent le drapeau de la République islamique, des filles qui protestent sans voile, des slogans d'une grande puissance. Le pays est arrivé à un point de non-retour. C'est la question qu'on se pose tous, qu'est-ce qui va se passer? C'est ce qu'explique sur les réseaux Farid Vaïd, qui est un chercheur auprès de la fondation Jean Jaurès. Si la répression a d'abord plongé le pays dans un état de sidération, elle n'a fait que renforcer la détestation du pouvoir. Chaque occasion est bonne pour exprimer sa colère. Cri de mort au dictateur sur les toits de Téhéran lors de la commémoration des 47 ans de la République islamique. Graffiti anti-régime sur les murs de la capitale. Rassemblement festif dans les cimetières pour faire du traditionnel 40e jour de deuil une célébration politique de la vie face à la mort imposée. Parce qu'il y a les manifestations actuellement dans les facs, mais il y a aussi des familles qui, à l'occasion du 40e traditionnel jour de deuil, des personnes qui ont été tuées lors de la répression il y a quelques semaines, eh bien, disent leur colère également, quoi. Il y a plein de vidéos sur internet qui deviennent virales comme celle-ci où un enseignant se laisse surprendre par exemple par ses élèves qui lui ont préparé une cérémonie dédiée à son fils de 24 ans, tué pendant les manifestations. Personne n'en parle dans les médias traditionnels, pourquoi? Zouila, on est en train de lire un média traditionnel là. Le Figaro. Non. Les médias traditionnels que tu consommes n'en parlent peut-être pas. Mais les médias traditionnels que je consomme en parlent. C'est pour ça que je vous incite à lire la presse écrite. Non. Moi, je trouve hallucinant le courage de ces Iraniens, de ces Iraniennes aujourd'hui. Que va-t-il se passer? Je n'ai pas de boule de cristal, je n'en ai aucune idée. Le régime peut décider une nouvelle sanglante répression. Il y a l'armada américaine qui s'est postée non loin de l'Iran. Que va faire Trump? Je ne sais pas. Vous ne le savez pas. Peut-être que Trump ne le sait pas lui-même. Voilà. Voilà. Donc, on va continuer à suivre la situation dans les prochains jours, c'est sûr. Et puis, si j'ai le temps, il y a un autre papier que je voulais vous lire rapidement. Qui est très très dur, très très fort sur les manifestants iraniens par dizaines actuellement qui sont dans le couloir de la mort, qui attendent la peine de mort. Je vous en lis un extrait. Tu connais ton chef d'accusation? Non. Tu es accusé de Moharebe, guerre contre Dieu. Moharebe, qu'est-ce que ça signifie? Demande le jeune homme. Que tu seras exécuté. À 18 ans, Shervin Bagherian a appris qu'il risquait la peine capitale lors d'aveux forcés à la télévision d'État iranienne. La scène est glaçante, digne d'un sinistre film noir. On y voit le jeune homme originaire d'Ispahan, arrêté au pic des manifestations de janvier, répété d'une voix tremblante: « Je vous en supplie, ne faites pas ça ». Comme lui, des centaines d'Iraniens ayant participé au dernier mouvement de contestation sont menacés aujourd'hui d'exécution, accusés d'espionnage ou d'inimité envers Dieu. Le danger est réel, hein. Il y a 2 jours, l'un d'entre eux, Arian Nabati, 18 ans, a été pendu après 30 jours de détention dans une prison de Machhad, selon diverses informations recoupées sur les réseaux sociaux. D'après Amnesty International, 8 autres protestataires font face à une pendaison imminente, souvent des gens très très jeunes. 22 sont actuellement jugés, je vais mettre des gros guillemets sur jugés. Vous imaginez la tête du tribunal et la tête du jugement, jugés ou en attente de jugement. Les autorités iraniennes révèlent une nouvelle fois l'ampleur de leur mépris pour le droit à la vie et la justice, en menaçant d'exécutions accélérées, en prononçant des condamnations à mort lors de procès expéditifs seulement quelques semaines après les arrestations, s'inquiète Amnesty International.
Son constat est d'autant plus alarmant que la plupart d'entre eux sont de jeunes adultes, au moins 2 sont mineurs. Donc voilà, et l'article du Figaro qui est signé c'est Delphine Minoui, formidable. Delphine Minoui, dont je vous ai déjà dit le plus grand bien, qui est une journaliste franco-iranienne que j'ai croisée quand je travaillais à Radio France Internationale il y a très longtemps dans ma jeunesse, et qui est une grande spécialiste du pays, et le Figaro a la chance d'avoir cette signature justement. C'est pour ça que sur l'Iran, j'ai beaucoup lu le Figaro ces derniers temps, parce que vous avez Delphine Minoui qui est assez incroyable. C'est elle qui signe le papier là. Pour le coup, elle sait de quoi elle parle, quoi. Un exemple, Ehsan Hosseinipour, jeune footballeur de 19 ans par exemple, on prend un cas concret. Visage livide sur un pyjama de prisonnier rayé bleu et noir. Il est apparu le 14 février sur un petit écran, le petit écran iranien, pour déclarer face à son juge: j'étais à 1 mètre de la mosquée, j'ai pris le cocktail Molotov, je l'ai jeté sur la mosquée. Les aveux du jeune détenu iranien, lui aussi accusé de Moharebe, donc donc guerre contre Dieu, pour son implication présumée dans l'incendie d'une mosquée, n'ont besoin ni de sous-titres, ni de commentaires pour comprendre qu'ils ont été obtenus sous la contrainte. Il y a dans son regard brisé, comme dans sa voix robotique, toute la grammaire d'une parodie de justice. Par exemple, son avocat a précisé qu'il avait été arrêté, ce jeune homme, à 21h30 le 8 janvier, 1 heure avant l'incendie de la mosquée. Le gars est arrêté 1 heure avant l'incendie de la mosquée qu'il est accusé d'avoir provoqué. L'analyse des données de son téléphone portable prouve également qu'il n'était pas à proximité de la mosquée au moment des faits. Son histoire est d'une redoutable banalité dans l'Iran d'aujourd'hui. Chaque semaine, des jeunes sont interrogés, torturés, menacés pour avouer des faits qu'ils n'ont pas commis. Incroyable. Je vous lis pas tout l'article, je vous en lis que certains passages. Mais n'hésitez pas, pour le coup, le Figaro en ce moment est vraiment très très bon sur l'Iran, quoi. Moi je suis très inquiet de ce qui pourrait se passer là. On va continuer à suivre la situation bien sûr dans les prochains jours. Merci Parapluie, j'ai remercié aucun sub ce matin, pardon. Merci Parapluie, merci Café au lait, merci Cheyenne, merci Little Okami, merci Newcats, merci Briax, merci Pompidou, merci Dinandril, merci Léo Darking, merci Armel Rose, merci BDK, merci Aria, merci Sugar Harry, j'ai remercié personne, merci Mathieu, merci Bruno Fabrice, merci Patrice. Voilà. Donc je pense que demain, après-demain, enfin voilà, on va continuer de suivre la situation. Il y a aussi la question de qu'est-ce que va faire l'armada américaine. Notamment, c'est les 2 groupes aéronavals avec les 2 porte-avions envoyés par Trump dans la région pour voir ce qui va se passer, quoi. Voilà. Je vais un peu vite, 2 mercredis par mois. La revue de presse, c'est fait qu'1h30 et pas 3 heures, donc j'enchaîne. On prendra un peu plus le temps demain matin, bien sûr. Question dans La Croix. Je vois que Sugar a réussi à faire tourner les titres incroyables. Sugar, je te demande un autre service. Est-ce qu'à la fin de la revue de presse, tu pourrais m'envoyer en DM peut-être sur WhatsApp les titres avec les TC, comme ça je les enverrai à Vincent. À Vincent qui fait la revue de presse, qui met la revue de presse en podcast. Ok ? Comme ça je l'enverrai. Alors, question de La Croix, mais en fait la Croix répond. Faut-il être plus ferme face aux provocations de la diplomatie américaine ? Et La Croix répond en fait oui. L'histoire, c'est que l'ambassadeur des États-Unis à Paris, Charles Kushner, se serait engagé mardi. WhatsApp ou mail ? Mais arrêtez, WhatsApp. Mais bordel, les gars, j'ai pas accès à mes mails, je suis à Webedia là, c'est compliqué. Oui, remarque, si, je ferai avec mon téléphone. Pardon, Sugar, t'as qu'à envoyer en mail sur mon mail pro.
Donc l'ambassadeur des États-Unis à Paris, Charles Kushner, se serait engagé mardi à ne pas interférer dans le débat public français où tu m'envoies un pigeon voyageur. Après que la France a demandé la révocation de ses accès directs au gouvernement. La France a demandé que l'ambassadeur américain à Paris ne puisse plus échanger, accéder au ministre, au gouvernement. En gros, on lui dit, bon, maintenant tu restes dans ton ambassade et tu t'arrêtes de faire chier. En langage non diplomatique, c'est ça. Hein. Tu vas arrêter de nous les briser. Hein. Ce proche de Donald Trump avait ignoré la veille une convocation par le ministère des Affaires étrangères. Je voulais le truc. Mardi, l'ambassadeur des États-Unis à Paris, Charles Kushner, donc c'est un proche de Trump, hein, a finalement appelé le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, après avoir manqué de se présenter la veille à sa convocation. Bon, en général, quand un ambassadeur, c'est pas en général, un ambassadeur, quand il est convoqué par un pays pour échanger, c'est dans ta fiche de poste. Tu y vas. Hein, voilà. Et lui, il n'est pas allé. Pourquoi il avait été convoqué? Après ses commentaires peu appréciés sur la mort du jeune militant d'extrême droite Quentin Derengue. Parce que oui, l'ambassadeur américain à Paris, voilà, il a des trucs à dire sur la vie politique française. Voilà. Et donc il a été convoqué pour ça. Jean-Noël Barrot a rappelé les raisons qui avaient conduit à cette convocation, à savoir une source dans l'entourage du ministre selon laquelle l'ambassadeur a pris acte, exprimé sa volonté de ne pas interférer dans notre débat public et rappelé l'amitié qu'il lie à la France et les États-Unis. Bon. Donc depuis, il aurait fait amende honorable. Cette mise au point téléphonique met un terme au dernier épisode de tension entre Paris et Washington. En moins d'un an à ce poste, c'est déjà la deuxième fois que Kushner se voit convoqué par le ministère. Hein, c'est une procédure qui est quand même assez rare. Et manque de s'y présenter. Le premier incident avait lieu en août, après ses commentaires sur les efforts prétendument insuffisants de la France dans la lutte contre l'antisémitisme. L'ancien promoteur immobilier... Parce qu'en fait, c'est un des aspects un peu étranges. Ce monsieur qui est le père du gendre de Trump est un spécialiste de l'immobilier, mais se retrouve diplomate. Si vous me demandez, est-ce qu'il y a un lien entre le fait qu'il ait été nommé à ce poste prestigieux d'ambassadeur américain à Paris et ses liens personnels avec Trump? Non, bien sûr. C'est évidemment sur ses compétences immobilières. Sachant qu'il y a un très beau parc immobilier à Paris, sans doute qu'il a été nommé. Hein, arrêtez de faire du mauvais esprit. L'ancien promoteur immobilier s'était alors fait représenter par le chargé d'affaires de l'ambassade, sans que la diplomatie française ne lui entraîne trop rigueur. Donc une première fois, il ne s'est pas présenté. Cette fois-ci, le Quai d'Orsay a décidé de sévir, déplorant une apparente incompréhension des attendus élémentaires de la mission d'ambassadeur. Alors c'est dit en termes diplomatiques, mais c'est assez cash. Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, avait demandé que Kushner ne puisse plus accéder directement aux membres du gouvernement français. Voilà. Quand on a l'honneur de représenter son pays, les États-Unis, en France comme ambassadeur, on respecte les usages les plus élémentaires de la diplomatie, on répond aux convocations du ministère des Affaires étrangères, avait déclaré Jean-Noël Barrot. Voilà, c'est extrêmement clair. Parce que parfois, les termes diplomatiques, c'est un peu à fleuret moucheté. Là, c'est extrêmement cash. Jean-Noël Barrot qui a déclaré que cette décision n'allait affecter en rien les relations entre les deux pays. Hein, Fabi Cordy, tu fais point d'exclamation RDP dans le chat. Tu auras la réponse à ta question. Point d'exclamation RDP sur la presse quotidienne régionale. Voilà. Donc, cette décision n'allait affecter en rien les relations entre les deux pays, mais reconnaît que cette décision va affecter naturellement la capacité de Kushner à exercer sa mission en France. Voilà. Cet épisode témoigne de la dégradation du lien entre Paris et Washington depuis le retour de Trump aux affaires début 2025. Difficile de trouver un précédent à une situation comme celle-ci. Le seul que l'on puisse établir récemment, ce sont les loups combattants. Je ne sais pas si vous voyez de quoi il s'agit. Déclare Michel Duclos, qui est un ancien ambassadeur, en référence à un groupe de diplomates chinois. Les loups combattants, c'était ces diplomates chinois qui avaient, on en avait parlé un petit peu ici d'ailleurs, pris des prises de position sur la France assez cash, véhémentes sur les réseaux sociaux à la fin des années 2010. Voilà. Mais pas seulement sur la France d'ailleurs. C'était les ambassadeurs chinois, là où ils étaient, en gros, ils étaient assez cash. Mais même les ambassadeurs de Chine acceptaient les convocations, ils étaient plus professionnels, poursuit l'ancien diplomate. Ce que je trouve le plus préoccupant, c'est que l'attitude de Kushner témoigne d'une forme de mépris caractéristique de l'administration américaine. Le Quai d'Orsay avait montré une certaine indulgence la première fois, mais cela semble ensuite s'être retourné contre nous.
L'incident semble en tout cas récompenser une posture ferme face aux États-Unis. Je m'en réjouis. La députée européenne Nathalie Loiseau avait déclaré lundi soir: il faut que ce monsieur trouve partout porte close dans notre pays. Alors effectivement, la Croix rappelle les liens entre M. Charles Kushner et Trump. Ce dernier est particulièrement proche de Donald Trump. Son fils, Jared Kushner, est le mari d'Ivanka Trump, la fille du président, et joue aujourd'hui un rôle essentiel sur un plan diplomatique dans la gestion de plusieurs dossiers d'une importance considérable pour la France et l'Europe, dont la guerre en Ukraine et le règlement du conflit israélo-palestinien. Ne me demandez pas pourquoi un expert en immobilier devient la personne la plus compétente pour régler le conflit israélo-palestinien et la guerre en Ukraine. Je n'ai pas la réponse. Voilà, mais en tout cas, la réaction de la France, là, je la trouve plutôt saine. Je vous lis un petit peu et on enchaîne. C'est marrant cette actu. Supermeux écrit: la compétence n'est pas le premier facteur de mise en place dans l'administration Trump 2, c'est la loyauté au chef. Merci Mela. Alors, Batigno, ta proposition de nommer Stéphane Plaza pour nous aider à régler la situation en Ukraine, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Ah, surtout Plaza du coup. Et Kezak me signale que la Belgique a également recadré son ambassadeur américain. Allez, on tryhard l'actu. Désolé, ça va assez vite parce qu'il y a MVP dans 1 heure. Un beau MVP, vous allez voir, il y a un joli Jérémy Ferrari à 12h. Et à 20h, le react de cette fameuse audition devant la commission d'enquête de l'Assemblée sur l'audiovisuel public. Ça va nous occuper un bon bout parce que l'audition a duré 3h30, le temps de react tout ça. Parce que je pense qu'il faut aussi écouter ce que Hugo Clément avait à dire. Ça va nous faire un gros stream. Libération, c'est la une de Libé ce matin. Bon, le RN, le Rassemblement National, pas fier de ses maires, MAI-RES. De quoi s'agit-il? Lors de cette campagne municipale, le RN préfère ne pas revendiquer le bilan souvent gênant, estime Libération, de ses édiles, de ses élus, misant sur sa stratégie nationale. De quoi s'agit-il? L'édito de Paul Quignot est assez clair. L'édito, c'est l'article qui est à gauche, la colonne, là, c'est quand un journaliste donne son avis. Un édito, c'est un article où le journaliste donne franchement son avis, mais parfois un édito, c'est aussi un article qui résume en quelques mots une situation. Et c'est ce que fait cet article de Paul Quignot ce matin. Je trouve qu'il explique assez clair et résume assez clairement le gros dossier de Libé sur le sujet. Je vous lis cet édito donc. Stratégie. Cacher ces maires que je ne saurais voir, c'est en forçant à peine le trait l'attitude à première vue paradoxale du RN lors de la campagne des élections municipales. Oui, c'est paradoxal. Merci pour tous les petits mots que je vois. Merci à Axel sur l'audition. C'est paradoxal. Le RN est un parti qui postule aux plus hautes fonctions de l'État et a représenté de plus en plus de Français à toutes les élections. Présidentielles, bien sûr, législatives, mais aussi locales, municipales. Donc, ne pas mettre en avant les actuels maire Rassemblement National, déjà à la tête de quelques villes en France, c'est contre-intuitif. Pourquoi ils ne le font pas? On est d'accord que, écrit Libé, que le parti d'extrême droite n'a pas pléthore d'édiles, donc de maires, dont il pourrait vanter le bilan municipal au regard du résultat du RN aux dernières élections nationales, législatives et présidentielles. Ils n'ont pas beaucoup de villes actuellement. C'est-à-dire que les Français votent très fort RN, vous connaissez les scores, aux législatives et aux présidentielles précédentes, mais aux municipales, non. Voilà. Il y a peu de villes RN.
le maire reste pour eux l'élu en qui ils font le plus confiance aujourd'hui. Je reviens un petit peu en haut, je suis allé trop vite. On est d'accord que le parti d'extrême droite n'a pas pléthore d'idées dont il pourrait vanter le bilan municipal ou qu'il pourrait faire monter au front, pour incarner sa vision nationale de cet échelon politique essentiel pour les Français. Mais tout de même, la dizaine de maires RN frôlent l'invisibilisation par leur propre formation, y compris Louis Alliot, qui je crois est à la tête de la plus grosse ville RN en France, qui est Perpignan. Louis Alliot, premier magistrat de Perpignan, qui est en bonne place dans l'organigramme parisien du parti. Certaines mauvaises langues internes à la formation d'extrême droite laissent dire que cette discrétion s'explique par la faiblesse du bilan des mairies dirigées par le RN. Voilà. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est la faiblesse du bilan et qu'au niveau national, le RN dit ouais, c'est pas foufou ce qu'ils ont fait dans les villes? Ça, c'est une hypothèse. D'autres explications sont possibles. Les obsessions nationales marinistes, donc immigration, sécurité, vous savez que la question de l'immigration est au cœur du projet politique du RN, on peut avoir avec la politique locale, écrit Libé. Et quand elle s'y frotte un petit peu, la réalité complexe du terrain, la proximité, oblige à composer avec les postures simplistes qui mène la danse à Paris. Je vous donne un exemple concret qui est donné par Libé. Là, par exemple, il y a un maire RN qui a été sanctionné par le parti pour avoir inauguré une mosquée. C'est un vrai exemple que vous pourrez lire dans Libé si vous voulez lire le dossier. Il a été sanctionné par son parti parce qu'il a inauguré une mosquée. Parce qu'au niveau local, lui devait estimer que c'était un truc à faire, quoi. Mais au niveau des instances nationales du RN, ils ont dit « Mais quoi? Mais où? Mais voilà ». Et donc, du coup, il l'a mal pris et je crois qu'il s'est... Alors, je sais pas s'il a quitté le parti ou s'il s'est mis un peu de côté, mais bon, je vais être un peu plus précis parce que j'aime pas ne pas être précis. Est-ce que c'est... Attendez, je vais vous donner l'exemple. Oui, c'est ça, c'est au Pontet. Près d'Avignon. 20 000 habitants. Voilà. Sanctionné pour avoir participé à l'inauguration d'une mosquée franco-turque. Alors député, Joris Ebrard l'avait mal pris et avait fini par démissionner pour retrouver son mandat de maire qu'il occupe par intermittence depuis 2014. Voilà. Donc il se tient un petit peu à distance du parti, quoi. Voilà, c'est un exemple, par exemple. Donc c'est pour illustrer cette idée que développe Libé ici. Les obsessions nationales marinistes, immigration, sécurité, on peut avoir avec la politique locale. Et quand elle s'y frotte un peu la réalité complexe du terrain, la proximité oblige à composer avec les postures simplistes qui mènent la danse à Paris. Confère l'inauguration de la mosquée, par exemple. Par ailleurs, comme son ancêtre le FN avec Le Pen père, donc Jean-Marie, le RN est d'abord et avant tout une formation au service de l'héritière d'un clan. Marine Le Pen peut être demain de l'ambition d'un homme, Jordan Bardella. Ça va dépendre de la peine d'inéligibilité, vous le savez. Il est donc préférable de n'avoir aucune tête locale. Aucune tête locale. Merci pour tous vos messages sur la commission, je vous vois. Qui puisse dépasser, qui puisse faire de l'ombre à la patronne ou au patron. Il ne faut pas pour autant s'y tromper, cette stratégie de l'invisibilisation ne préjuge en rien d'ambition revue à la baisse pour les municipales pour le parti d'extrême droite. Ce scrutin municipal reste une marche essentielle dans sa stratégie de dédiabolisation. Les dirigeants du RN ne cracheraient évidemment pas sur un succès surprise dans une grande ville, Marseille, point d'interrogation, mais la prorogation de son implantation locale pourrait surtout se faire dans des communes de petite taille avec des candidats sans étiquette mais sympathisants qui échappent ainsi au radar. Discrétion, vous avez dit discrétion. Voilà. Et donc je vous lis pas tout le dossier parce qu'on peut avoir le temps, mais en revanche j'ai un petit coup de projecteur sur les villes dont le RN rêve. Merci Koviak. Merci Poulidor. Merci Dark Nixilius. Merci Alex. Merci Parapluie. Merci Café au lait. Merci Cheyenne. Merci l'Italo Camille. Alors, quelle ville déjà conservait les acquis? En 2020, le RN municipal s'est révélé difficile à déraciner, ne perdant que 2 villes sur la dizaine conquises 6 ans plus tôt. Il y a très peu de villes RN aujourd'hui. Voilà. En 2026, la plupart des sortants sont en position de favoris malgré la tentation de l'alternance, des retraits volontaires ou des embarras judiciaires comme David Rachid à Fréjus par exemple. Du côté des possibles conquêtes, c'est ça qui nous intéresse. 2 métropoles sont au centre d'attention, Marseille et Toulon. Si Marseille tombe dans l'escarcelle... Salut Défécator, on m'a dit qu'il y avait beaucoup de monde sur ton live hier et je m'en réjouis. C'est la commune m'a dit qu'il y avait beaucoup de monde sur ton live hier.
Ah, j'ai pas pu regarder, mais bravo. Qu'est-ce que je disais? Donc imaginez, si Marseille tombe dans l'escarcelle du RN, c'est vraiment quelque chose de poétiquement fort, quoi. Donc Marseille et Toulon, où les sondages donnent de sérieuses chances à Franck Alizio et Laure Lavalette. Marseille, Toulon, il faut y ajouter Nice, où le parti figure sur la liste de son allié Éric Ciotti. À Nîmes, la division de la droite sortante donne des ailes à l'une des figures lepénistes, Julien Sanchez. Dans le nord, l'une des grosses villes du parti est Calais, la ville du Calais, qui lui permettrait de renforcer son emprise sur le bassin minier. Et puis dans l'Est, le RN louche sur Saint-Dizier ou Sainte-Avold. Voilà. Est-ce que le RN progresse au-delà des intentions de vote pour la prochaine présidentielle dans son implantation locale, ce qui est très important, parce que n'oubliez pas que les maires élus là seront des grands électeurs ensuite pour désigner les sénateurs. Et donc une implantation, si je ne dis pas de bêtises, une implantation plus importante du RN au niveau local, au niveau des villes, des municipalités, c'est aussi plus de grands électeurs et plus de sénateurs ensuite. La chambre haute du Parlement français. Voilà. Monsieur Étienne, me dit Défécator, je crois que tu imites quelqu'un. Monsieur Étienne, le 25 février 2026, dans votre stream Twitch, vous avez répondu au mail de vos téléspectateurs, de vos spectateurs, en encourageant l'ouverture de mosquées. Est-ce bien responsable de la part de quelqu'un qui est une tête de proue de l'audiovisuel public? Monsieur le rapporteur, je vous signale que cette inauguration de mosquée que j'évoquais était le fait d'un élu municipal Rassemblement National. Voilà. Parti auquel votre parti, l'UDR, est allié. Voilà. Question suivante. Je suis chaud, moi. Voilà. Mais on en parlera ce soir de tout ça. Hein? Merci beaucoup, Mathématiques. Oh, oh, waouh. Alors là, pardon, c'est un message à ma gloire, mais il est trop mignon et trop gentil, je veux le lire, parce qu'il est très touchant. C'est intéressant, j'ai un coup de fil de France Télévisions ce matin, là, à l'instant, là, sous mes yeux. C'est bien, ils ont toujours bien compris ce que je faisais sur Twitch. Donc, message de Mathématiques souterraine. Merci pour ton propos liminaire hier après-midi. Libre, honnête et courageux. J'en ai pleuré. Il y a une vingtaine d'années, mon père quittait France Télévisions. Il était directeur financier de la rédaction de France 2. Et si j'ai suivi toutes ces auditions, c'est en pensant à lui qui n'est plus de ce monde, à sa droiture et à son grand respect de l'argent public. C'est incroyable ce message. Et hier, grâce à toi, j'ai retrouvé un peu de cette droiture, de cette honnêteté intellectuelle et ça m'a fait du bien. Mathématiques souterraines, ton message me touche beaucoup, quoi. Ah ouais, ce petit coup de fil ce matin là, ouais, ouais. Ce matin, bah ouais, mais et voilà. Donc voilà. Donc pour le RN, nous, à mesure qu'on va se rapprocher des municipales, je vais vous en parler de plus en plus, bien sûr, quoi. Alors, sujet extrêmement important, je pense qu'il va parler à beaucoup. Regardez, c'est un article dans La Croix que je trouve vraiment passionnant, sur des études scientifiques qui le prouvent, le confirment. Oui, les femmes sont plus exposées que les hommes aux douleurs chroniques. Une récente étude américaine montre que les femmes sont plus exposées aux douleurs chroniques que les hommes en raison d'une différence de leur système immunitaire. Vous savez, quand on parle notamment de migraines, tout ça. Le résultat confirme une observation déjà largement répandue, mais confirmée par la science, hein, et constitue un espoir pour une meilleure prise en charge de la douleur encore limitée. Alors moi je trouve ça très important. C'est une nouvelle qui vient faire voler en éclats l'idée reçue selon laquelle les femmes auraient tendance à exagérer leur douleur. J'ai jamais entendu ça, moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors pour le coup, j'ai jamais entendu cette idée reçue. Idée reçue selon laquelle les femmes auraient tendance à exagérer leur douleur. J'entends ça sur les hommes, moi, parfois. La science peut désormais expliquer pourquoi les femmes sont plus exposées aux douleurs chroniques que les hommes, en témoigne une étude menée par des chercheurs du département de physiologie de l'Université d'État du Michigan aux États-Unis, parue dans la revue Science Immunology il y a quelques jours.
La raison ne serait pas psychologique, mais bien biologique. Oui, ah oui, je parlais des migraines, les douleurs liées aux règles aussi, bien sûr. Et proviendrait notamment d'une différence d'efficacité du système immunitaire, notamment par certains médecins qui sous-estiment les symptômes, me dit Narcan. Très intéressant. Pourquoi ? Différence d'efficacité du système immunitaire de résolution de la douleur, selon le sexe, homme-femme. En s'exerçant sur des souris, les chercheurs ont découvert qu'un certain type de globules blancs essentiels au système immunitaire libère une molécule faisant taire le neurone sensible à la douleur dans les tissus blessés, explique le chercheur Geoffroy Lomet. Ils ont observé que ce mécanisme est plus prononcé chez les souris mâles et l'expliquent par la présence de testostérone. Cette hormone sexuelle masculine favoriserait la production de ce type de globules blancs, par ce type de globules blancs, de cette fameuse molécule soupçonnée de calmer les neurones, et donc le message de la douleur. Même observation chez des patients humains ayant subi un traumatisme physique, le niveau de ce type de globules blancs dans le sang était bien plus élevé que chez l'homme. À douleur initiale égale, celle du patient masculin diminue plus rapidement que chez la patiente femme. Cette étude renforce notre compréhension des différences de perception et d'expression de la douleur chez les femmes par des données biologiques, commente le professeur Éric Serra, comme le compositeur, c'est drôle. Les femmes sont plus exposées à certaines douleurs chroniques, les céphalées chroniques, la migraine, la fibromyalgie, affection caractérisée par des douleurs diffuses persistantes dans les muscles ou les articulations, qui peut être associée à une fatigue chronique, troubles du sommeil, symptômes dépressifs, troubles anxieux qui touchent les femmes entre 30 et 55 ans dans 80% des cas. Ces derniers représentent 57% des patients affirmant souffrir de douleurs chroniques selon un baromètre publié en 2025. Alors, ça c'est le constat. Je vais vous lire parce que je vois plein de commentaires intéressants. Je vous lis d'ailleurs, puis j'enchaînerai après. J'ai l'impression que toutes les douleurs chroniques sont minimisées me dit Bartman. El famoso, c'est dans votre tête qui permet au médecin de se dédouaner quand il ne comprend pas. Colabsurde dit, je suis pas d'accord avec Colabsurde, dit tout le monde exagère sa douleur, pas que les femmes. D'ailleurs à l'hôpital quand on te fait noter ta douleur sur 10, les professionnels de santé retirent 2 à ce que tu as dit. Bah tu sais quoi ? Je pense que les professionnels de santé ne devraient pas retirer 2. Voilà. Je pense que la douleur est sous-considérée par les médecins. Alors, si ce que tu dis est vrai, c'est très problématique. Si ce que tu dis est vrai, c'est très problématique. Alors Ludokan n'est pas d'accord avec nous, mais je suis d'accord avec son humour. Je suis désolé, mais moi là j'ai un rhume, donc c'est un homme qui parle. Hein. J'ai un rhume, et je pense qu'une femme qui accouche arrive à peine à comprendre ce que je ressens. Oui, en fait, les femmes, vous vous rendez pas compte. Un rhume chez un homme, hein, moi j'ai un rhume, je suis en PLS quoi. J'aime beaucoup. Voilà. Pardon, mais voilà. L'information vient aussi du chat. La belette. Ma jeune sœur de 30 ans a souvent ses règles et me confirme que ses douleurs sont parfois si fortes qu'elle envisagerait de mettre fin à ses jours pour que ces douleurs ne se reproduisent plus jamais. Hein. Je donne donc raison à l'article. Mathématiques souterraines de nouveau, quand j'ai accouché de mon premier enfant, accouchement très compliqué, ma chef m'avait dit, vous verrez, vous voudrez quand même recommencer. Et elle ajouta, si c'était les hommes qui accouchaient, il n'y aurait que des enfants uniques. Alors celle-là, je l'adore. Celle-là, je l'adore. Écoutez, elle est incroyable celle-là. Alors, Nénupharius n'est pas du tout d'accord avec ce que disait Quoi l'absurde. Je suis infirmier, je n'ai jamais entendu aucun soignant me dire qu'il enlevait des points à la notation de la douleur d'un patient. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Framboise dit quand on sait qu'il n'y a pas d'anesthésie pour la pose de stérilet alors que quasiment toutes les femmes disent que ça fait énormément mal mais qu'il faut supporter.
Bon, moi, d'une façon générale, enfin, je suis pas médecin, vous le savez, hein, mais d'après les témoignages qui me sont rapportés dans nos échanges et les articles sur le sujet que je lis depuis des années, j'ai l'impression que la douleur n'est pas encore suffisamment, mais ça, on le sait, il y a plein d'écrits là-dessus, hein. La douleur n'est pas encore suffisamment considérée, alors pour plein de raisons, hein, de formation, de moyens, de temps aussi, par une partie importante du corps médical. Moi, je me rappelle quand mon papa, sur les dernières années, il avait vraiment des douleurs incroyables. J'ai fait un parcours du combattant, y compris on allant voir plein de spécialistes, en consultant un centre antidouleur. J'attendais beaucoup, je me disais centre antidouleur, tu te dis les gars ils vont... Et la réponse avait été tellement décevante. Voilà. Donc notre société globalement ne considère pas encore ce sujet suffisamment, quoi. J'avais été très déçu par ça, moi. Wakufouf dans le chat, n'oubliez pas que les fortes douleurs de règles ne sont pas normales. Consultez si ça fait très mal, insistez si votre douleur est ignorée ou changez de praticien. Écoute, je ne suis pas concerné par le sujet, tu le comprendras bien, mais je suis complètement d'accord avec toi. Alors, quand je dis la douleur n'est pas assez considérée par notre système médical, elle l'est beaucoup plus qu'avant, hein. Elle l'est beaucoup plus qu'avant, hein. Il y a des progrès. Moi, je ne sais plus, récemment, je parlais avec un anesthésiste qui m'expliquait que les jeunes anesthésistes, maintenant, ils ne sont pas que formés. Ça, j'ai trouvé ça formidable. Ils ne sont pas que formés à l'anesthésie locale ou générale, c'est comme ça qu'on dit, avant une opération. Ils sont maintenant formés, les jeunes anesthésistes, à l'accompagnement de la douleur aussi. Alors, je sais pas, je suppose que c'est vrai, mais si c'est le cas, c'est une vraie révolution. Mais qui dit formation aujourd'hui dit résultat dans le système médical quelques années plus tard, quoi. En tout cas, je vois que ce sujet vous touche beaucoup. Donc je vais à la fin de l'article. Cette étude est porteuse, non seulement parce qu'elle nous renseigne, elle nous dit des choses sur la douleur des femmes, mais cette étude est porteuse d'espoir car aucun traitement idéal n'existe en dehors des antidouleurs déjà connus et dont l'efficacité est variable. Opioïdes, par exemple, moins efficaces chez les femmes, les opioïdes seraient moins efficaces chez les femmes, d'autant que la prise en charge reste limitée. Plus de 70% des patients souffrant de douleurs chroniques estiment ne pas recevoir de traitement approprié. Et moins de 3... Vous vous rendez compte ? Plus de 70% des patients souffrant de douleurs chroniques estiment ne pas recevoir de traitement approprié. Hein ? Et moins de 3% d'entre eux seraient suivis dans l'une des 274 structures dédiées qui maillent le territoire. En cause notamment, je le disais tout à l'heure, des moyens insuffisants et un délai d'attente de 6 mois. Un nouveau traitement permettant d'améliorer le mécanisme mis au jour par cette étude pourrait bénéficier aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Pour le moment, selon Eric Serra, les endorphines, ces analgésiques naturels produits par le cerveau, restent le moyen le plus puissant pour apaiser la douleur. Ils augmentent notamment en cas de stimulation électrique, avérée efficace comme traitement contre la douleur. Le système immunitaire de régulation de la douleur se met aussi en jeu quand nous sommes actifs, ajoute le professeur, qui rappelle qu'à ce jour, l'activité physique adaptée est l'un des meilleurs traitements de la douleur chronique. Encore faut-il que la personne puisse avoir cette activité physique. S'il faudra attendre encore pour aboutir à une solution thérapeutique adaptée, l'étude met toutefois en lumière un fléau devenu problème de société selon un médecin. Les douleurs chroniques affectant de plus en plus de patients chaque année, 42% des adultes français seraient concernés. Voilà. Mathieu, je ne sais pas si tu es avec nous, je trouve que le sujet est tellement important, je me demande si c'est pas ça qu'on va mettre sur YouTube. Je ne sais pas ce que tu en penses. On peut peut-être mettre ça, on va peut-être mettre 2 sujets sur YouTube, parce que quand je vois le nombre de réactions dans le chat, je me dis que c'est peut-être quelque chose qu'il faut mettre en avant quand même. Qu'est-ce que t'en penses, Mathieu ? Je vais peut-être te refaire un shout-out maintenant, pour te permettre de le coller avant. Parce que quand je vois tous les commentaires dans le chat sur le sujet, qu'est-ce que tu en penses ? Hein ? Voilà, bah, je lis encore quelques messages, et puis je fais un petit shout-out sur le sujet, parce que je vois beaucoup de commentaires, je vois bien qu'on est sur un sujet, quoi. La douleur est clairement sous-estimée, dit LG Beautiful Life. Aussi, tous les actes médicaux en lien avec les soins gynéco sont encore mal gérés, tant côté médical que côté patiente. Il faut prendre en compte que c'est une médecine très invasive
et qu'il a encore beaucoup de pudeur pour les patientes, il faut éduquer les deux parties sur l'approche de ces actes. Les dentistes ne sont pas formés à la douleur. Alors, moi qui suis vieux, qui ai connu des dentistes de différents âges, ben j'ai vu l'évolution quand même. Hein. Entre il y a 40 ans, 50 ans et aujourd'hui, le rapport des dentistes à la douleur est plus du tout le même. Hein. Peut-être qu'il faut que tu changes de dentiste. Hein. Moi j'ai un dentiste qui est jeune, enfin qui est un peu plus jeune que moi. C'est le jour et la nuit par rapport aux générations précédentes, quoi. Voilà, pardon, c'est un peu scandaleux. Nepholheim nous dit: j'ai une amie qui souffre d'endométriose. Au centre de la douleur, ils lui ont conseillé de la méditation car elle ne supporte pas les antalgiques. Est-ce que c'est une réponse satisfaisante? Est-ce que c'est une réponse satisfaisante? Au centre antidouleur, bah moi j'ai consulté un centre antidouleur pour mon papa qui souffrait sur les dernières années de sa vie. Oui, ben là, ton ami, c'était la méditation et ils lui ont proposé. Il avait des maux, notamment dans le dos, dans les jambes, des choses vraiment très très difficiles. Et Dieu sait si mon père n'était pas quelqu'un qui se plaignait. Et en gros, on lui a dit: bah, mettez une ceinture. Mettez, vous savez, les ceintures là, pour les reins. Là. Donc, voilà, pardon, mais il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Mettez une ceinture. Bon, super. Ouais, j'étais pas très content. Donc là, il y a des recherches à faire, des médicaments à trouver, des nouvelles molécules, et puis un accompagnement par la société, par le système médical à inventer, ou sinon à réinventer, quoi. 9h26, il nous reste 2 sujets, on est bien. Voilà, Idali 24, j'ai été handicapé toute ma vie par les douleurs chroniques, migraines. Ça a impacté ma scolarité, mon travail. Je vous écoute actuellement avec une poche de petits pois sur la tête surgelée pour calmer la douleur. Vous voyez, on est vraiment sur un sujet très important. Lex Acraft, coucou Samuel, personnellement depuis que j'ai eu un accident j'ai des douleurs chroniques, c'est encore extrêmement méconnu, notamment pour ma pathologie, et je cherche encore comment calmer celle-ci, c'est handicapant, donc merci de mettre la lumière sur ce domaine. N'est-ce pas parce que les vieilles personnes souffrent des mêmes préjugés que les femmes qui réduisent le sérieux sur leur douleur? Linou, je crois que tu as raison. Oh les femmes, vos douleurs. Oh les petits vieux là, arrêtez, hein, c'est bon. Hein. Oui. Bon, merci en tout cas pour cet échange. Mathieu, je vais te faire un petit shout-out. Je pense qu'on va mettre ça en avant sur YouTube et ça donne ça 3, 4. Amis de YouTube, bonjour. Vous êtes dans la revue de presse, la matinée Étienne sur Twitch. Et il y a un passage de cette revue de presse que je voulais mettre en avant pour vous, qui est cet article de la Croix sur les femmes plus exposées aux douleurs chroniques. Comme ça, Mathieu, tu pourras mettre ça en avant. Voilà, parce que ça me semble important d'en parler. Voilà. Et je vais faire, et ne vous moquez pas amis de Twitch, hein. Je vais vous faire la même chose pour le sujet suivant parce qu'on avait décidé avec Mathieu qu'on le mettrait aussi en avant pour ces jeunes adultes qui refusent de céder à l'IA. Il nous reste 30 minutes avant MVP, ça va être un super MVP. Amis de YouTube, merci d'être avec nous. Vous êtes dans la revue de presse sur Twitch, donc du coup pas en direct pour vous, mais on voulait mettre en avant ce sujet pour vous. Ces jeunes adultes qui refusent de céder à l'IA. De quoi s'agit-il? Alors l'IA, on en parle tous les jours, avec un syndrome, pour quelqu'un de mon âge, un peu de « waouh, je suis tellement à la bourre, je comprends pas, je me sers pas de ces outils, je vais être dépassé ». Et Le Monde nous explique que, eh bien, il y a des gens, déjà des adultes, et notamment des jeunes adultes, qui refusent d'utiliser l'IA pour des raisons personnelles, éthiques ou écologiques. Étudiants ou actifs rejettent l'intelligence artificielle. Ça me semble intéressant de comprendre de quoi il s'agit. Oui, FOMO, ouais, exactement. Lors des dernières vacances de Noël, nous hésitions devant différentes marques de panettone au supermarché avec un ami. Qu'est-ce qu'a fait cet ami? Il a pris une photo, il a demandé à ChatGPT de choisir. Non mais... Non mais... J'étais sidéré, lui ne voyait pas le problème. C'est l'inverse de la FOMO, c'est pas tout à fait la même chose? Fear of missing out. Pensez que c'est pas tout à fait la même chose?
C'est Benjamin, parisien de 29 ans, qui explique ça. Réchauffement climatique, guerre, montée de l'extrême droite, l'arrivée des IA génératives a fait converger toutes nos anxiétés liées à l'avenir. Poursuit le rédacteur web qui a découvert ChatGPT à son lancement fin 2022. Benjamin évite tout recours aux IA génératives dans son quotidien. Bon, moi c'est mon cas. Mais moi c'est plus parce que j'ai pas voulu me mettre à la page encore et puis que j'estime pas en avoir le besoin aujourd'hui. Ah oui, t'as raison. FOMO, Fear of Missing Out, ce serait plutôt justement sauter sur l'IA par peur de louper quelque chose. Donc là c'est l'inverse, tu as raison. Donc Benjamin évite tout recours aux IA génératives dans son quotidien, comme des dizaines de lecteurs qui ont répondu à l'appel à témoignages sur lemonde.fr. Certains comme Charlie, 25 ans, ne se posent pas la question. Il ne m'est jamais venu à l'esprit d'utiliser l'IA, insiste le journaliste dans une radio associative au Mans, avant de lire les articles ou voir des docus tout au long de 2025. Il ne s'agissait pour moi que d'un délire de technocrate, j'ignorais qu'elle était entrée à ce point dans les mœurs. Donc moi, je n'utilise pas l'IA par exemple dans mon travail parce que, par exemple, certains peuvent se servir d'une IA générative pour lui proposer du texte, vous savez. Bon, moi, vous savez que moi j'aime bien écrire. Voilà. Bon là en plus je suis en impro sur l'actu donc il n'y a rien d'écrit, mais quand je cherche mon propos liminaire hier devant l'Assemblée, j'aurais pu demander à une IA de m'aider à l'écrire, mais je tiens tellement au choix de mes mots, c'est tellement important. C'est le président de la commission qui a rappelé hier que les mots peuvent être des armes. Le choix de ces mots qui est tellement important, je ne veux pas le laisser à une IA, quoi. En revanche, évidemment, dans ma vie quotidienne, j'utilise bien sûr l'IA sans le savoir. Quand je fais une recherche sur un moteur de recherche qui est boosté par l'IA, ou dans ma vie quotidienne, évidemment que j'utilise l'IA sans le savoir. Mais on va dire utiliser l'IA de façon volontaire, quoi, et consciente. Vous avez bien vu la différence. Au sein de sa génération, le recours à l'IA est devenu quasiment réflexe. 89% des moins de 25 ans ont déjà utilisé Gemini, Perplexity, Grok, ChatGPT ou Claude, contre 43% dans la population générale. Donc plus tu es jeune, plus tu l'utilises. Près de 73% s'en servent chaque semaine, pour les Français âgés de 16 à 25 ans, contre 22% seulement encore dans la population générale. Pourquoi faire ces outils? Essentiellement pour faire des recherches, la rédaction de textes, l'aide aux devoirs, mais aussi par curiosité pour se confier sur leur vie intime ou encore générer des images, des vidéos ou de la musique. Incontournable, vraiment? Point d'interrogation. Certains individus résistent à l'envahisseur venu à l'origine de la Silicon Valley, donc c'est quoi? C'est le petit village d'Astérix en fait, c'est ça? Et refusent volontairement d'y toucher. Un mouvement de rejet observé dans plusieurs pays. Un chercheur américain, David Joyner, leur a trouvé un nom, les véganes de l'IA. Les véganes de l'IA. À l'image du véganisme, comparent-ils les motivations chez ceux qui adoptent un régime sans IA, sont souvent éthiques, morales et environnementales. En tant que vétérinaire spécialisé en santé de la faune sauvage à Sauviers dans le Puy-de-Dôme, Nathan Tenon, par exemple, 29 ans, se dit témoin des impacts des activités humaines sur la biodiversité. Certes, les grands modèles de langage pourraient lui offrir un précieux gain de temps dans ses travaux de recherche et d'expertise, mais l'intensification de l'usage de l'IA, l'accroissement des besoins énergétiques et en eau pour faire fonctionner cette technologie m'empêche de l'utiliser, dit ce chercheur, ce scientifique, qui est membre par ailleurs des Shifters, l'armée de bénévoles de Jean-Marc Jancovici, dont l'objectif est d'accélérer la transition de la France pour atteindre la neutralité carbone. Je vois plein de messages intéressants, je vais vous lire. Il y a Calou par exemple qui dit: en école de journalisme, on nous incite de plus en plus à utiliser l'IA, pas dans la rédaction de nos articles, mais dans la phase de recherche. D'autres encore en utilisent pour des réalisations graphiques ou de la correction orthographique plus poussée, au risque de menacer le travail de leurs collègues, éditeurs, graphistes, secrétaires de rédaction. Dans ces moments-là, je ne me sens pas vraiment en phase avec ma génération. L'IA est aussi très... je remonte un petit peu dans l'article. Selon l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, poser une question à ChatGPT consommerait 10 fois plus d'électricité que de faire la même requête sur un moteur de recherche classique. L'IA est aussi très gourmande en eau, nécessaire pour refroidir les centres de données. C'est ce qu'évoquait à l'instant The 7005 dans le chat. L'AIE s'attend à ce que son empreinte hydrique, donc l'IA, soit multipliée par 2 d'ici à 2030 pour atteindre environ 1200 milliards de litres par an, soit près du triple de la consommation mondiale annuelle d'eau en bouteille. Noyé sous le travail, Siegfried Dubois, 28 ans, doctorant en bioinformatique.
Ça va? À Rennes, les Bretons c'est les meilleurs, a cédé au chant des sirènes de l'IA avec un assistant de codage. Fin 2024, pendant un mois, l'expérience lui a laissé un goût de cendre en bouche. La prise de conscience de l'impact environnemental, mais aussi de l'exploitation humaine à l'œuvre, dans l'annotation de données notamment pour entraîner les algorithmes et le pillage de propriété intellectuelle, l'ont convaincu de ne plus jamais recourir à ces outils. Je vois que certains se moquent. Hein. J'ai vu des messages dans le chat. On a oui, ces gens qui refusent le progrès. Attends, je vais te trouver. Je vais trouver le message. Je vous lis, hein, j'entends. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les avis de tout le monde. Hein. Voilà, un Monzouf, ces gens matrixés qui se refusent à l'avenir. Ouais, donc je vois ce genre de position. Bilal Benzouzid, maître de conférence en sociologie en région parisienne, relève que lorsqu'on a une bonne maîtrise du langage, on peut rivaliser avec la verborragie de ChatGPT, voire s'en moquer, voire y renoncer, tandis que quand on est issu d'un milieu populaire et qu'il y a des enjeux linguistiques très forts dans la communication et l'écriture, c'est beaucoup plus difficile de s'en passer. Conseiller de vente dans les Beaux-Arts à Sarrebourg-en-Moselle, Arthur se garde bien d'y recourir. Ce qui me repousse, c'est la facilité. L'IA permet aux gens de ne plus faire d'efforts. Et ça me dérange, explique ce jeune homme de 23 ans. Au-delà de ce constat, certains nourrissent une crainte plus profonde de voir l'IA nuire à leur développement cognitif, voire à leur santé mentale. Ah, je veux dire ça maintenant, moi, pour faire un peu chic. Je veux dire non, mais moi, l'IA, non. Non, l'IA, non. Par rapport à l'environnement, puis par rapport à mon développement cognitif. Alors qu'en fait, c'est juste que je comprends rien au truc. Ouais, mais on va pas dire ça. Si la question m'est posée par une commission de l'Assemblée, je dirais ça. Je dirais environnement, développement cognitif. Alors qu'en fait, je capte rien, quoi. Je crains de devenir dépendante, que son usage régulier me désapprenne à écrire, à faire mes recherches, à réfléchir, dit Chloé, par exemple, qui est traductrice. Théophile Fenal, commissaire-priseur, il voit surtout un vecteur d'aliénation, d'abrutissement, carrément. Non seulement l'IA ne crée rien, mais elle détruit la pensée en fournissant un ersatz prémâché, plat et vide de sens. Formule le néo-trentenaire ayant fait vœu d'abstinence. D'abstinence IA, hein. Pardon, excusez-moi. Toujours le premier pour faire des blagues nulles. Hein. Quelle IA vous ferait ces blagues pourries claquées au sol? Si demain j'étais remplacé par une IA, qui vous fera ces blagues de daron, hein, ces blagues un peu nazes, un peu gênantes, hein, où vous êtes dans le chat, vous dites, on l'aime bien quand il lit les journaux, mais parfois il est quand même très gênant, le vieux. Qui vous fera ça, hein? De là à considérer le monde dessiné par l'IA, mais bien sûr. Quel est ton prénom? C'est Daisy me pose un micro. Voilà. Alors, oula, attention les tatouages. Merci Daisy. Comme ça? Hop, toc. Parce que pour MVP, on va mettre un micro. Oh, et je vois bonjour Daisy dans le chat. Bonjour Daisy. Ils sont gentils. Bah, ils sont très gentils. Et après c'est Clotilde, la maquilleuse, qui va nous rejoindre tout à l'heure. Et Clotilde va me faire beau. Bonjour Daisy. Parfait. Tu veux mettre ça là? Plein de bonjour Daisy, hein. J'en ai au moins 50 ans. J'ai un bien le bonjour Daisy même. Ah bah, très cordial. Il nous reste 37, il nous reste un peu de temps, ça va. Merci. Ah, c'est Daisy. Samuel qui se fait toucher les fesses, ça va pas, donc vous êtes complètement con. Ah, je trouve qu'il est un petit peu... Je le remonte un petit peu. Je suis un peu maniaque. Je le remonte un petit peu. Ça, c'est les maniaques, c'est les vieux. Voilà. Donc, de là à considérer le monde dessiné par l'IA dystopique, Céleste Bouguillon-Williams, 22 ans. Ah, Céleste, c'est trop joli comme il n'y avait pas un jeu vidéo où on avait joué à Céleste? Décrit une triste standardisation de notre monde dans lequel tout est faux, animaux, couleurs, photos. Cette bibliothécaire, donc de 22 ans, dans les Yvelines, admet avoir une position plus stricte que beaucoup de ses proches qui partagent néanmoins ses préoccupations. Pour d'autres au sein de cette génération, donc vous avez compris, on est avec les jeunes, hein, génération Z qui disent non à l'IA, leur avis tranché, je vais vous lire, hein, a creusé un fossé avec leur cercle amical ou professionnel. L'IA était très anecdotique au début, avec des amis on se moquait même légèrement de ceux qui avaient recours, puis les préoccupations environnementales bien présentes au début ont été passées sous le tapis, je me suis retrouvé seul à ne pas en faire usage.
Raconte Eléa, 23 ans, en stage juridique dans la fonction publique à Paris. À l'université ou dans les grandes écoles, le sentiment d'être à l'écart est parfois exacerbé quand la plupart des étudiants, même des enseignants, l'utilisent régulièrement. Bilal Benzouzid, dont les travaux portent sur les conditions d'exercice du métier d'étudiant depuis l'éruption des IA génératives, oh la vache, lui est en plein dans le cœur du truc, constate que les réfractaires sont de plus en plus rares à l'université, même si les jeunes sont de moins en moins dupes face à ces machines. J'essaie de sensibiliser mes amis en vain, regrette Maxime, 21 ans. L'étudiant en 4e année de médecine à Créteil a testé ChatGPT en rédigeant 3 ou 4 requêtes, donc c'est un étudiant en médecine. Force est de constater qu'il est sacrément fort. Depuis, je me refuse à l'entraîner. Personne ne s'aperçoit que je ne m'en sers pas et je fais malgré tout partie des meilleurs de ma promo. Eh, ça flex, espèce de flexeur va. Bravo Maxime. Benjamin, le jeune rédacteur web parisien, n'essaie même plus de convaincre ceux qu'on pourrait qualifier de techno-BA, car il a déjà l'impression d'avoir perdu le combat. Dans un monde connecté, respecter leurs engagements, il est passionnant cet article. Dans un monde connecté, respecter leurs engagements à la lettre relève parfois d'une gageure pour ces véganes de l'IA. Bon, c'est bizarre de mélanger. Quelqu'un disait arrêtez de mettre vegan à toutes les sauces. Bon, c'est vrai que c'est l'américain qui a inventé ce concept de vegan de l'IA. C'est un peu bizarre. Tu mélanges un peu des carottes et des choux-fleurs, quoi. Mais bon. Parfois les formules comme ça sont pas forcément. C'est vegan de l'IA. Aujourd'hui, un simple recours à des services publics peut entraîner l'ouverture d'une boîte de dialogue avec des agents virtuels. Et oui, maintenant, même quand tu veux pas utiliser l'IA est partout. Dopé à l'IA conversationnelle, sans compter que conserver cette autonomie vis-à-vis de l'IA s'avère de plus en plus compliqué quand la sphère professionnelle tolère, voire encourage cette pratique. Des formations sont ainsi proposées à Chloé et à ses collègues traducteurs pour utiliser l'IA de manière productive. Vous voyez ? Dans mon organisme, l'IA est très clairement vue comme la solution d'avenir, déplore cette traductrice. Personne ne l'avoue ouvertement, mais le message est clair. En cette période d'austérité, tout recrutement, waouh, la phrase qui arrive, tout recrutement qui peut être évité grâce à l'IA représente une économie appréciable. Utiliser l'IA, c'est creuser sa tombe. Alors là, c'est un tout petit article, page 18 dans Le Monde aujourd'hui, mais je le trouve très intéressant et je vois qu'il propose beaucoup de réactions. Je vous lis. On va tout regarder ce soir. Chimex, on va tout regarder ce soir. On va tout regarder et on va react. Ça va être un stream de 5-6 heures, ça va être énorme, ça va être une super production. L'IA est très puissante pour organiser ses idées, faire du brainstorming, me dit Noix de Coco, donner des pistes de réflexion, mais il va de soi que l'expertise humaine doit toujours passer derrière et qu'il faut avoir conscience des biais de confirmation. Oui, merci. Et adapter ses requêtes. C'est comme ça que j'utilise personnellement. Je crois que c'est bien ce que tu dis là. Alors Megaman nous dit attention, il faut doser aussi. Hein. 1 heure de jeu vidéo sur Xbox égale 500 requêtes d'IA générative. Si vous souciez vraiment de l'environnement, éteignez juste vos écrans. Ouais, mais ça m'arrange pas là, ce que tu me dis là. Ça m'arrange pas là. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui est exprimé par ces gens là qui ne veulent pas utiliser l'IA? Merci Antoine 591 pour ton message. En entreprise, on nous demande, me dit Kiwi Tumu, d'être plus productif et de se passer de l'IA. Donc c'est compliqué pour certains métiers. Je t'avoue ne pas être fan de cet article, me dit King Tigrou, qui a un angle de vue très resserré. Il n'aborde qu'une branche des modèles IA, IA générative. C'est vrai qu'il y a plein d'autres IA. Je comprends ce que tu veux dire. Tout à fait. Quelle heure il est? 44, on est bien, on est bien.
vendeur de progiciels en vente complexe, me dit Cryozola. Je ne m'en sépare plus. Hein, je pense que tu parles de ChatGPT. Il fait des analyses de marché poussées, détaillées. Il m'aide à rédiger mes emails, à adapter le contexte. Il voit mes anciens emails, suggère des réponses. Ah, j'avoue que c'est séduisant. Je les comprends, me dit Archimiste, ces gens qui veulent résister à l'IA. Mais la veille technologique est importante pour rester efficient. On a tous en tête un soixantenaire ayant du mal avec la technologie et étant donc peu efficient au travail. Alors moi j'ai un truc qui me sauve, c'est que moi vous avez compris que j'utilise très peu ces outils aujourd'hui, mais heureusement j'ai quelqu'un qui est très geek à la maison, qui est mon épouse, qui est Hélène, qui est mon amoureuse. Et elle est beaucoup plus, finalement à la pointe que moi, et je sais que dans son travail, notamment pour écrire des textes, elle se sert d'IA générative. Mais à bon escient, quoi. À bon escient. Souvent, d'ailleurs, elle me fait relire les textes qu'elle a écrit sous ChatGPT, puisqu'elle sait bien que son mari, son époux, est bien plus fort que toutes les IA génératives, évidemment, dans tous les sujets, évidemment. Mais ça, ça n'est pas un débat. Hein. Samuel 1, ChatGPT 0. Oh, Clotilde, ça fait longtemps que tu es là. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, s'il vous plaît, Clotilde, qui vient me donner un... Hey, comment ça va? Ça va Ken? Tu vas bien? Il y a Ken qui... Oh coucou tout le monde, il y a tout... Ludo. Ah les amis qui sont en train d'arriver, toute l'équipe de MVP qui est en train de s'installer. Voilà. Mesdames et messieurs, Clotilde. Voilà, et donc on a les amis en train de s'installer là pour MVP. Donc MVP, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à 10h, c'est dans 14 minutes. Ma vie pro, l'émission qui explore les voies professionnelles pour que chacun trouve la sienne. On parle d'emploi, de secteur d'activité, on vous présente différents métiers. L'idée, c'est quelqu'un qui est au collège, qui est au lycée, qui est étudiant et qui réfléchit à son avenir, a des exemples concrets en fait de métiers, de secteur d'activité pour pouvoir se projeter. Donc on fait ça depuis 1 an et demi, c'est la 30e émission et on a 2 grosses annonces aujourd'hui. D'abord on a changé la DA, on a une jolie DA qui est en train d'évoluer sur l'émission. Je ne sais pas si vous voyez le logo derrière moi, c'est pas le même que d'habitude pour cette 30e, et on a une grosse annonce à vous faire aussi avec un nom de code qui est festival. Clotilde, tu m'engueules si je bouge trop. Voilà. Si tu veux bouger le micro ou quoi, tu me dis quoi, et paf, le pinceau dans l'œil. Donc voilà. Et puis donc on fait ça de 10h à midi, et à midi on a notre invité Jérémy Ferrari qui vient notamment parler de son parcours, parce que même si tout le monde ne va pas devenir comédien ou humoriste comme lui, je pense que dans tous les métiers il y a des questions qui sont toujours les mêmes, c'est-à-dire comment tu te projettes, comment tu embrasses un métier, quel choix tu fais en termes de formation, quelles sont tes réussites, tes échecs, tes doutes, comment tu rebondis, comment tu te remets en question. Voyez. Et donc je pense que dans tout parcours, y compris d'un métier très loin de nous, hein, notamment par ici, tout le monde n'est pas humoriste, réalisateur ou comédien comme Jérémy Ferrari, eh bien je pense qu'il y a quand même des leçons à en tirer. Donc ça c'est midi, puis à ce soir on fera le React 20h. Voilà. Il est aussi entrepreneur surtout. Surtout je crois pas, Chris Prout. Alors, dire que Jérémy Ferrari est surtout entrepreneur, il est humoriste et par ailleurs il est entrepreneur. Mais à mon avis, tiens, tu veux qu'on rigole? Je vais accueillir Jérémy Ferrari qui a son petit caractère. Et il a bien raison. À midi, ma première question c'est: dis donc, Jérémy Ferrari, humoriste, entrepreneur surtout. Je vais me prendre un gros tacle dans la gueule. Ouais, je te le renverrai celui-là. C'est pas une critique, ouais, mais c'est une question. C'est vraiment pas la bonne question, hein, pour le coup. Non, faut doser. Alors, Jérémy Ferrari, CAC 40, hein? Espèce d'entrepreneur. Non, faut doser. Il n'est pas surtout entrepreneur. Il est à la rigueur aussi entrepreneur. Hein? Non, je te ferai pas écrire mes interviews de personnalité. Hein. Je vais demander à ChatGPT, ce sera mieux. Excuse-moi pour le petit tacle. Bonjour. Vous allez bien? Ça va? Bon, les amis, il me reste 48 minutes, l'occasion d'un dernier article. Hop! Et là, séquence melon. C'est moi! Regarde Clotilde. C'est moi! Voilà. C'est un petit apéritif avant le React de ce soir.
Voilà, quelques articles dans la presse ce matin sur le passage de Samuel Etienne et d'Hugo Clément hier après-midi pendant 3h30 à partir de 16h30 devant la commission de l'Assemblée sur l'audiovisuel public. Voilà. C'est un article dans l'IB qui reprend comme beaucoup d'articles ce matin la dépêche de l'agence France Presse, qui est une dépêche plutôt bien écrite je trouve. Et c'est important parce que cette dépêche elle va être reprise par plein d'articles. D'ailleurs, Libération, toute transparence, l'indique d'ailleurs. L'article de l'IB a été écrit à partir de la dépêche AFP. Qu'écrit l'IB donc à partir de cette dépêche? Les journalistes de France Télévisions ont reproché mardi, donc hier, à la commission d'enquête sur l'audiovisuel public et son rapporteur d'extrême droite Charles Alonc de passer à côté de l'essentiel. C'est moi qui l'ai dit. Allez, je vous lis l'article. Voilà. Et sachez qu'on va le développer pendant de longues heures ce soir. Oh, il y a un bordel sur le plateau. C'est un peu la fête. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 personnes avec moi. Pardon pour le bruit. Tu me dis. Après Rachida Dati, Léa Salamé ou encore Nagui, c'était au tour de Samuel Etienne et Hugo Clément d'avoir droit ce mardi à leur convocation à l'Assemblée devant la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public. L'animateur et journaliste Samuel Etienne a été le premier à faire face au feu roulant du rapporteur et député d'extrême droite, précise Libération, Charles Alonc visant le service public. Pour l'heure, beaucoup des questions posées dans le cadre de cette commission me semblent passer peut-être à côté de l'essentiel, a lancé le présentateur de Questions pour un champion sur France 3, Samuel Etienne, également très suivi sur la plateforme en ligne Twitch. C'est vous, où il anime une revue de presse quotidienne. C'est maintenant, a fustigé une volonté de la commission d'enquête d'affaiblir le service public. L'audiovisuel public, il n'a pas besoin d'être affaibli mais renforcé, car les médias traditionnels sont confrontés à un défi qui est terrible. La fuite massive des téléspectateurs. Vous me dites s'il y a trop de bruit, parce que moi je les engueule. Il y a trop de bruit sur le plateau, là, vous arrivez à m'entendre ou vous voulez que je gueule un coup là? Dites-moi, parce que moi je suis toujours heureux de gueuler moi. Vous arrivez à entendre là? On n'entend rien? C'est ok? Ok. Vous me dites, parce que moi j'adore gueuler. Pour l'heure, beaucoup des questions posées dans le cadre de cette commission semblent passer peut-être à côté de l'essentiel, a lancé le présentateur de Questions pour un champion sur France 3, Samuel Etienne, également très suivi sur la plateforme Twitch où il anime une revue de presse quotidienne et a fustigé une volonté de la commission d'enquête d'affaiblir le service public. L'audiovisuel public n'a pas besoin d'être affaibli mais renforcé, car les médias traditionnels sont confrontés à un défi qui est terrible, la fuite massive des téléspectateurs, des auditeurs, des lecteurs vers les plateformes, vers les réseaux sociaux, essentiellement contrôlés aujourd'hui par des pays étrangers, États-Unis et Chine pour ne pas les citer. Je me cite moi-même. Quel enfer. A développé le journaliste de 54 ans, alors que tout le monde sait que j'ai 27 ans, encore une erreur journalistique, durant son propos liminaire. Twitch est une filiale du géant américain Amazon, précise Libé. Son audition conjointe à celle du journaliste défenseur de l'environnement Hugo Clément a donné lieu à plusieurs échanges acerbes avec le député ciotiste de l'UDR Charles Alonc, notamment lorsque ce dernier a reproché à maintes reprises à Samuel Etienne, figure qui incarne l'audiovisuel public, de s'autoriser des prises de position personnelles sur Twitch contre les idées du RN. De ce côté, Samuel Etienne a assumé de qualifier le Rassemblement national de parti d'extrême droite. Donc j'ai rappelé dans mon propos liminaire que c'était la dénomination actuellement utilisée par le ministère de l'Intérieur, actuellement utilisée par le Conseil d'État, actuellement utilisée par la plupart des médias, également utilisée par beaucoup de personnalités politiques et notamment de droite. J'ai pris l'exemple de Xavier Bertrand hier, le fameux dangereux gauchiste Xavier Bertrand. Samuel Etienne a également rappelé qu'il n'était plus salarié de France Télévisions depuis que Questions pour un champion, longtemps en quotidienne, avait été relégué le week-end sur France 3. Une mauvaise décision selon lui. Bon, je l'avais déjà dit il y a longtemps, je l'ai répété puisqu'on m'a posé la question. Désormais, Samuel Etienne est aux manettes du jeu, mais occupe le poste de présentateur en tant que salarié de la société de production Fremantle. Alors ça, c'est une erreur. Je pense que je me suis mal expliqué hier, puisque c'est une erreur que j'ai trouvée dans cette dépêche AFP. Je ne suis pas salarié de Fremantle, je suis entrepreneur. J'ai une petite société qui facture une prestation en fait à une autre société privée qui s'appelle Fremantle. Et je pense que je ne suis pas assez clairement expliqué hier, parce que manifestement, la commission a pensé que j'étais salarié de Fremantle. Suite à une rupture conventionnelle avec le groupe public, qui a été signée il y a un peu moins d'un an, on en reparlera ce soir si vous voulez, une décision dont il assure ne pas avoir eu le choix.
De quoi susciter l'interrogation du président de la commission, le député Horizon Jérémy Patriélétus, qui s'est inquiété de ce montage qui pourrait s'apparenter, selon lui, à du salariat déguisé de la part du groupe France Télévisions. Après Samuel Etienne, c'est Hugo Clément qui a subi le courroux du rapporteur de la commission parlementaire. Je vais répondre à vos questions dans un instant, hein. Il nous reste encore 5 minutes avant MVP. Charles Aloncle a questionné l'engagement écologique du journaliste qui anime et produit l'émission d'enquête environnementale Sur le Front, diffusée sur France Télévisions. Aloncle a notamment fait le lien entre les prises de position de Clément contre l'élevage intensif de poulets, on a beaucoup parlé de poulets hier, et les récentes pénuries d'œufs en France. De quoi demander aux journalistes s'ils ne ressentaient pas une forme de responsabilité. Hugo Clément a posé la question: est-ce que je suis responsable de la pénurie d'œufs en France ? Avant de souligner qu'il n'est pas non plus salarié de France Télévisions. Par ailleurs, l'animateur qui coproduit également l'émission Quelle époque, animée par Léa Salamé... Ah, je savais pas ça. Ok. L'animateur qui coproduit également l'émission Quelle époque, animée par Léa Salamé et diffusée le samedi soir sur France 2. Ah ouais ? Moi, je savais pas. A assumé son opposition publique à la loi Duplon prévoyant la réintroduction d'un pesticide interdit. Je suis libre, je dis ce que je veux, que ça plaise ou non, a-t-il ajouté, disant ne pas tenir compte des étiquettes qu'on lui colle, parfois facho, parfois bobo. Créé à la demande de l'UDR Éric Ciotti, parti allié du Rassemblement national qui prône la privatisation du duel public, la commission a été émaillée d'incidents depuis son lancement fin novembre et ses travaux se sont déroulés dans un climat souvent tendu. Son président, Jérémy Patriélétus, a reconnu début février qu'elle donnait un triste spectacle. Pendant que Clotilde me transforme, je réponds à vos questions. Il reste 5 minutes, mais sachez qu'on va en parler pendant de longues heures ce soir. Je note. Alors j'ai plein de petits messages de confrères ce matin ou de dirigeants de l'audiovisuel que j'ai pu croiser ces dernières années. Puis j'ai eu un coup de fil tout à l'heure qui était assez intéressant. Sans message. Je vous lis. Bien, oui, ce sera dispo en podcast. On va le mettre en podcast. Ouais, tout à fait. Merci Altitorax pour ton message. Merci beaucoup. Oh oui, je l'enlève. Voilà. Je prendrai un petit truc sur mes lèvres aussi. Il y a de la surface, courage à la maquilleuse. Ah, j'ai une petite tête, hein. Il n'y a pas une grosse surface. Hein. Je peux remettre ? Merci Clotilde. Cybercrêpe, j'ai regardé la commission en direct, me dit Cybercrêpe, le récit de la sortie du groupe France Télévisions pour te donner... Pardon, je comprends pas ta question. Il me semble que le problème était plutôt légal qu'une volonté de sortir du groupe. Alors, je vous en parlerai ce soir si vous voulez, mais pas vraiment en fait. En tout cas, ça a mis 2 ans et ça n'a pas été très très clair. C'est pas un truc dont j'ai parlé jusque-là, mais puisque la question m'a été posée par la commission, j'ai été obligé d'y répondre hier. Merci Clotilde, merci beaucoup. On a beaucoup parlé de tout sauf du sujet de la commission en fait. Non, ça va en vrai. Enfin, tout. J'ai pas trouvé que les questions étaient si hors sujet que ça, quoi. En fait, c'est le rapporteur ou le président qui a affirmé que tu étais salarié de Fremantle, mais tu as dû le rater car tu n'as pas démenti à ce moment-là. Ouais, j'ai raté l'info, ouais. Bah, j'ai 3h30, à un moment, j'ai raté des trucs. Ce soir d'ailleurs, là il nous reste 2 minutes, je pense qu'on va me lancer dans MVP dans un instant. Je vais... Ah merci, Lauriette. Ça va. Je vais débrancher parce que je vais Oh. Ouais. Ouais. Trop bien. Attendez, je vous montre les coulisses parce que sur Twitch on cache rien, regardez. Si je vais là normalement... Voilà. Il faut que ça se réactualise, mais j'ai le conducteur d'MVP avec tous mes lancements. Salut! Ouais, je t'entends. Ouais, tout le monde est prêt? Donc là, on va attendre que ça se charge, sinon je l'ai téléchargé en PDF aussi.
Et donc il faisait le conducteur d'MVP avec toutes les missions écrites. Donc ça c'est un truc que j'ai fait entre lundi et maintenant. Et puis l'interview de Jérémy Ferrari. Bon après le Wi-Fi est pas très très puissant ici, donc ça met un petit peu de temps à se... La question que je voulais vous poser avant de partir sur MVP, c'était... Ah bah voilà, vous voyez, c'est un train. Hop, voilà. Donc là, voilà. Donc ça... Voilà. Et là, je les ai aussi en fichier ici ouvert. Voilà. Voilà, donc ça... Voilà, comme ça vous voyez, là mon interview de Jérémy Ferrari et le conducteur. Hop. Et ça c'est dans un instant. La question que je vais vous poser c'est ce soir. Moi ce que je vous propose ce soir c'est de faire le React de toute l'audition, y compris d'Hugo Clément. Alors c'est 3h30. Avec le React, vos questions, les réponses. Bah, ça va durer 5-6 heures quoi. La question que je vais vous poser c'est est-ce qu'on... Moi ma proposition c'est de React tout. Y compris l'histoire des poulets, des œufs, d'Hugo Clément. L'autre solution c'est de React que ma partie. Mais je trouve ça bizarre. Est-ce que vous souhaitez qu'on React que ma partie et donc ça divise par deux? Ou est-ce qu'on React tout? Moi je pense qu'il faut tout React. Sans Hugo je préfère React de tout. Il faudrait faire 2 parties. Quitte à le faire en 2 jours, sondage. Tout. On fera un sondage. Mais j'ai l'impression que... Voilà. Non, bon, je pense qu'on le fera pas en 2 fois. Je pense qu'on fera un grand React. Voilà. Quitte à se coucher à 2h du mat. Hugo a été bon aussi. Voilà. On va faire ça 3h30. On va faire ça en 5h30. T'es prêt? Hey, c'est les amis de... Il y a les amis de Pop... Venez les amis de Popcorn. Tu vas bien? Il y a les amis de Popcorn. Bonjour le chat, bonjour tout le monde. Qui font un reportage sur MVP. Ouais, exactement, on fait les coulisses de l'émission. Les coulisses de l'émission. Donc là, on est en fin de revue de presse. Oui, voilà. J'ai suivi ça. T'as vu, regarde, je leur ai même montré le conducteur de l'émission. On cache rien, je montre tout. Oui, il y a tout. Sam, c'est quoi le programme de l'émission? Le programme de l'émission, c'est MVP, Ma Vie Pro, l'émission qui explore les voies professionnelles pour que chacun trouve la sienne. Je te pitch. Alors, on a 1000 sujets, mais un des sujets, c'est comment les entreprises regardent de plus en plus les réseaux sociaux des salariés. Au moment de l'embauche, monsieur Michel Dugenou, faites voir ce que vous racontez comme dinguerie sur X, voilà, ce genre de choses. Ou quand tu es employé aussi, pour voir si tu ne dénigres pas, par exemple, ton entreprise. Okay. On va parler de ça. Et puis à midi, on a Jérémy Ferré comme invité. Ça va être beau. La classe ou pas? Et puis ça, c'est une surprise, je l'ai dit à personne. Ouais, il y a Donald Trump qui arrive aussi. Oh, trop bien. Mais ça, je l'ai dit à personne. Faut que j'aille bosser? Bon, faut que j'aille bosser. Ok. Alors attends, bon, bah j'y vais alors. Il fait pas trop chaud, ça va? Si, on se met un coup de clim peut-être si vous trouvez un petit peu de clim, parce que d'ici 3 heures, on va crever. Attends.